Vous pensez connaître Jerry Lewis. Détrompez-vous. Pendant des décennies, il a fait rire le monde entier jusqu'aux larmes. Mais derrière les grimaces et les projecteurs, se cachait une vérité qu'il n'a jamais osé avouer. Jusqu'à la toute fin. Voici la véritable histoire d'une amitié qui a défini la comédie américaine et du silence qui a failli tout détruire. Dean Martin n'était pas seulement son partenaire de scène, il était la seule personne que Jerry n'a jamais pu oublier, jamais pu remplacer et jamais pu se pardonner d'avoir perdu. Dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Commençons. Tout a commencé comme les plus grandes collaborations, par une étincelle dans un lieu improbable. Un club miteux appelé le Glass Hat à New York en 1945. Jerry avait 19 ans. Il peinait à vivre de ses sketchs où il mimait des disques. Dean avait 27 ans. Une voix suave, un charme naturel, et commençait à se faire un nom comme crooner. Sur le papier, rien ne les rapprochait, mais sur scène, c'était la foudre. Le public riait à gorge déployée. Pas juste de rire, mais de ce genre de rire choqué, incrédule, qui jaillit quand on assiste à un miracle. Nuit après nuit, ils peaufinent leurs numéros. Jerry, l'hystérique, Dean, l'imperturbable. Mais ce n'était pas qu'un duo comique, c'était du génie. En 2 ans, ils étaient sans tête d'affiche au Copacabana. En 4 ans, ils étaient partout. Radio, télévision, cinéma. My Friend Irma, At War with the Army, The Stooge, tous des succès. Chaque éclat de rire alimentait la machine. Et pourtant, dès le début, de minuscules fissures apparaissaient. Jerry, perfectionniste obsessionnel, écrivait la majorité des sketchs orientait l'énergie du duo. Dean, bien que ravi d'être une star, en avait assez d'être vu comme le faire valoir. Des proches racontent ce qu'un jour, Dean aurait murmuré « Je suis juste le beau gosse qui le laisse hurler ». Il souriait en le disant, mais ses yeux disaient autre chose. Jerry, de son côté, devenait un véritable architecte de la comédie. Il s'entourait de futurs géants comme Norman Lear ou Ed Simmons, façonnant chaque scène comme un réalisateur façonnant un film. Martin et Lewis étaient toujours au sommet, mais les projecteurs, comme toujours, se penchaient de plus en plus sur Lewis. Ils enchaînaient les succès. The Caddy, Hollywood or Bust, Living It Up. Mais, en coulisses, le vernis craquait. Dean arrivait souvent en retard, parfois ivre. Jerry devenait plus intense, plus autoritaire. Selon l'équipe de tournage, il ne se parlait à parfois plus que devant la caméra. Un soir, après une représentation à Vegas, Jerry aurait confié à sa femme « Il ne rit plus quand je joue ». Et c'est là que l'histoire bascule. Quand les rires commencent à ressembler à un effort. Quand 2 hommes qui avaient conquis l'Amérique côte à côte commencent, en silence, à tracer chacun leur sortie. La célébrité avait gravé leur légende dans le marbre, mais elle avait aussi creusé un vide glacial entre eux. La fin ne s'est pas faite dans un fracas. Elle est arrivée comme une implosion lente, cachée sous des années de tensions non dites. En 1956, à l'apogée de leur gloire, Dean Martin et Jerry Lewis montent ensemble une dernière fois sur la scène du Copacabana. Le public n'y voit que du feu. Il rit, applaudit, jubile. Mais derrière le rideau, le silence entre les 2 hommes est assourdissant. Ce n'est pas une dispute ou une trahison unique qui a détruit Martin et Lewis. C'est l'accumulation. Dean en avait assez d'être vu comme l'ombre, le souffre-douleur, le crooner relégué au second plan derrière le chaos de Jerry. Jerry, quant à lui, était obsédé par la perfection. Chaque gag, chaque geste, chaque silence devait tomber juste, comme un missile. Ils étaient feu et glace. Et après 10 ans de tension à peine dissimulée, c'est le froid qui a eu le dernier mot. Selon des proches, la goutte d'eau fut une critique en pleine page dans Variety.
Le titre encensait Jerry comme un génie comique qui réinvente le genre. Dean, lui, était à peine cité, une mention de bas de page. Ce soir-là, il ne dit presque rien en coulisses. 2 semaines plus tard, il déclara à son agent « C'est fini ». Ils n'ont pas annoncé la rupture immédiatement. Le studio devait encore sortir des films. Mais la magie avait disparu, et tout le monde le sentait. Hollywood, or Bust, leur dernier film, fut tourné dans un silence quasi total entre les prises. Lewis, fidèle à son tempérament, tenta de renouer. Mais Dean avait tourné la page. J'en ai ma claque de jouer le crétin. Or, est-il confié en privé? Jerry vécut la séparation très mal, bien plus qu'il ne le laisse apparaître. En public, il évoquait un accord mutuel. En privé, il était effondré. C'était comme perdre une partie de moi-même, écrivit-il plus tard. Dean et moi avions une alchimie que personne d'autre ne pouvait comprendre. Et je l'ai poussé jusqu'à la rupture. Le monde non plus ne prit pas la nouvelle à la légère. Les fans vécurent là la fin du duo comme un divorce familial. Les lettres affluèrent. Les couvertures de magazines spéculaient. Dean avait-il trahi Jerry sur un projet? Jerry était-il devenu insupportable? La vérité, comme souvent, était plus simple et plus douloureuse. 2 hommes qui s'étaient un jour adorés avaient simplement évolué dans des directions différentes. Et aucun des deux ne savait comment le dire. Jerry se jeta à corps perdu dans sa carrière solo, débutant avec The Delcut Delinquents, qu'il écrivit, réalisa et interpréta. Le film était bancal, mais il lui donnait un but. Il s'abandonna au chaos, allant jusqu'à réaliser The Bellboy, un film sans dialogue, comme un défi lancé au monde. Les critiques étaient repartagées, le public intrigué. Jerry voulait prouver quelque chose, même s'il ignorait encore quoi. Dean, de son côté, glissa doucement vers une nouvelle version de lui-même. Il rejoignit Frank Sinatra et le Rat Pack. Il trouva sa place dans un showbiz plus souple, où les rires n'avaient pas besoin de chorégraphie, où les règles étaient un plus floues. Il tourna dans Rio Bravo, anima son propre show télé et laissa le temps émousser les blessures d'autrefois. Mais ils ne se parlaient plus. Pas vraiment. Pendant 20 ans, le silence resta là, comme un mur. Des rumeurs de retrouvailles circulèrent, mais ne menèrent à rien. Jerry évoquait Dean en interview, parfois avec tendresse, parfois avec amertume. Dean, lui, se contentait de siroter son verre, de sourire en coin et de passer à autre chose. C'était une guerre froide, faite de nostalgie et de regrets. 2 géants, feignant que l'autre n'existait pas, alors que tout le monde savait que c'était faux. Mais le temps, comme souvent, avait d'autres projets. Le temps n'a pas guéri. Il a tourné en rond. Tandis que Jerry Lewis poursuivait une carrière solo fulgurante, repoussant les limites de la comédie physique et de la mise en scène audacieuse, une silhouette restait toujours à l'arrière-plan. Celle de Dean Martin. Jamais dans le cadre, mais jamais hors de l'esprit. Leur séparation avait refait les gros titres, mais les répliques furent plus discrètes, plus intimes et plus durables qu'on ne l'aurait cru. Jerry n'a jamais cessé de travailler. C'était le genre d'homme qui comblait le silence par l'action. Il enchaînait les films comme The Ladies' Man et The Errand Boy, expérimentés avec le son. La structure des décors brisait le 4e mur bien avant que ce ne soit à la mode. C'était du génie chaotique, mais toujours un peu hanté. Les critiques disaient que ses yeux ne brillaient plus comme avant. Ils n'avaient pas tort. À la fin des années 60, le cinéma changeait, et Jerry peinait à suivre. Son style, si explosif dans les années 50, semblait désormais décalé face à des films comme The Graduate ou Easy Rider. Les studios changèrent de main. La jeunesse était glorifiée et les chiffres du box-office chutaient. Il se sépara de Paramount en 1966 après presque 20 ans de collaboration.
Il tenta sa chance avec Columbia, puis en indépendant. Mais des échecs comme Which Way to the Front et surtout The Day the Clown Cried, jamais sortis mais tristement célèbres, commencèrent à éroder son héritage. Jerry se replia. Pas dans l'ombre, mais dans la nostalgie. Il participe à des talk shows, des hommages, et leva des millions de dollars pour la dystrophie musculaire lors de ses célèbres télétons du Labor Day. Le feu brûlait encore, mais il vacillait autrement. En coulisses, ses proches voyant le poids qu'il portait. Patty, son épouse de l'époque, raconta qu'il se tenait parfois à la fenêtre, un verre à la main, et murmurait « Je me demande s'il pense encore à moi. » C'était toujours Dean. Dean Martin, de son côté, était devenu le roi du détachement élégant. Les années Rat Pack avaient leur fait de lui une légende. Son show télévisé le rendait omniprésent, et son flegme était devenu sa marque. Mais sous le verre de martini et le sourire en coin, il y avait de la lassitude aussi. Frank Sinatra disait de lui, « Dean était l'homme le plus drôle que personne n'a jamais vraiment connu. » Et peut-être avait-il raison. Lorsqu'on lui parlait de Jerry, Dean esquivait toujours. Ce gamin, il va bien. Puis il remplissait son verre, souriait vaguement et changeait de sujet. Mais il laissait parfois transparaître quelque chose. Un soir, après un spectacle à Las Vegas, un fan lui demanda un autographe et ajouta « Vous et Jerry, vous étiez les meilleurs. » Dean aurait marqué une pause, signé, et simplement dit « Ouais, on l'était. » 3 mots. Mais son chef d'orchestre jura qu'il ne parla plus du reste de la soirée. Pendant des années, les deux hommes tournèrent l'un autour de l'autre comme des satellites, assez proches pour ressentir la gravité de l'autre, mais sans jamais entrer en contact. Des amis tentèrent des rapprochements. Norman Lear évoqua un hommage commun. Sinatra proposa même d'en être l'autre. Jerry refusait, ou Dean, ou les deux, jusqu'à ce soir de 1976, après 20 ans de silence, où tout changea. C'était une guerre froide, faite de nostalgie et de regrets. 2 monuments faisant mine de ne plus exister l'un pour l'autre, alors que tout le monde savait que c'était faux. Mais le temps, le vrai, celui qu'on ne peut pas truquer sur scène, avait d'autres projets. Ce 6 septembre 1976, le monde regardait Jerry Lewis animer son téléthon annuel du Labor Day, épuisé mais rayonnant sous les projecteurs. Et puis, sans avertissement, Frank Sinatra monte sur scène, tenant la main d'un homme que personne ne s'attendait à revoir. Dean Martin. La salle explose. Jerry se fige, son visage se brise en direct. Et dans un silence total, il s'enlace, longuement, violemment. 2 décennies de silence se dissolvent dans une seule étreinte. Mais comme Jerry l'admettra plus tard, ce soir-là n'était pas une réconciliation. C'était une fissure dans l'armure, une brèche. Le début d'un lent effilochage qui prendrait encore des décennies à se conclure. La réunion fut magique, mais pas réparatrice. Jerry avait vu un fantôme, et d'une certaine manière, c'est exactement ce que Dean était devenu pour lui. Cette accolade était vraie, les larmes dans les yeux de Jerry aussi. Mais rien de plus n'en découla. Sinatra avait tout orchestré en secret. Il avait compris que le temps pressait, que peut-être une émission télévisée pouvait rallumer une flamme. Elle ne l'a pas fait. Jerry était sous le choc, ému, reconnaissant. Dean, fidèle à lui-même, resta distant, presque cérémonial, comme s'il venait saluer un vieil ami à un enterrement. Après l'émission, Jerry lui proposa un déjeuner. Dean répondit, bien sûr, gamin. Le déjeuner n'eut jamais lieu. Ils reprirent chacun leur chemin, cette fois, plus comme d'anciens camarades de classe, que comme 2 âmes liées. Et pourtant, quelque chose s'était brisé chez Jerry. Ou plutôt, quelque chose s'était ouvert.
Il recommença à parler de Dean. Pas avec rancœur, avec mélancolie. Sur le plateau de The Merv Griffin Show, il dit un jour « On a passé les meilleurs moments. J'ai jamais autant ri qu'avec lui. » Puis le ton changea. On n'a jamais été honnêtes l'un avec l'autre. Jamais. C'est fou, non? Avec les années, Jerry devint plus lucide sur ses propres torts. Il reconnut avoir été autoritaire, impatient, obsédé par le contrôle. Il admit que peut-être, Dean avait toujours été le seul adulte dans la pièce. Il a eu plus de patience que je ne le méritais, confia-t-il à Dick Cavett. J'ai foncé dans tout et lui, il restait là, il souriait, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. De son côté, Dean s'effaça du monde. Après la mort tragique de son fils, Dean Paul Martin, dans un accident d'avion en 1987, il cessa presque toute apparition. Il refusa les interviews. Il resta chez lui. Il ne reparlera jamais publiquement de Jerry. Jerry lui continua. Hommage, interview, apparition. Et puis ce qu'on pourrait appeler le grand inventaire intérieur de la vieillesse. Il commença à dire plus franchement que la rupture n'avait pas été mutuelle, qu'elle n'avait peut-être même pas été nécessaire. Si j'avais été moins arrogant, moins avide, peut-être que ça aurait duré. En 2005, dans Inside the Actors of Studio, James Lipton lui demanda sans détour « Est-ce qu'il vous manque ?» Jerry ne réfléchit pas. Tous les jours, chaque jour. Et puis, 20 Bliss 1995. Dean Martin mourut le jour de Noël, seul dans sa maison de Beverly Hills. La nouvelle frappa de Jerry comme une avalanche. Il annula ses apparitions. Il s'enferma. Quand un journaliste parvint à le joindre, il dit simplement « Je suis anéanti. La moitié de moi s'est envolée. » Il révéla plus tard avoir écrit une longue lettre à Dean, des années auparavant. Il s'y excusait pour tout, pour l'injustice, l'ego, les appels qu'il n'avait jamais passés. Il ne l'a jamais envoyé. « C'était pour moi, en fait, » avoua-t-il. « C'était tout ce que je pouvais faire. » Dans ces dernières années, le regret devint plus sonore. Jerry racontait souvent les débuts, les fous rires dans un dîner du New Jersey, les blagues sans coulisses, les danses stupides après une ovation. Puis sa voix baissait. « On ne s'est pas juste séparés, » disait-il. « On s'est défaits, et on en a tous les deux payé le prix. » Et puis, un jour, il l'a dit. Pour de vrai. Dans une interview intime, tournée peu avant sa mort, Jerry Lewis, assis dans une lumière tamisée, le visage usé par le temps, confessa ce que tout le monde soupçonnait depuis si longtemps. C'était lui qui avait tout brisé, et il le regrettait profondément. « J'ai repoussé Dean, » dit-il lentement, chaque mot pesant comme un aveu. « Je voulais plus, je pensais mériter plus, et je n'ai pas vu ce que j'avais déjà. Un homme qui m'avait soutenu pendant 10 ans, qui me laissait briller, même si ça faisait de l'ombre à sa propre lumière. » Et enfin, Jerry reconnut la vérité la plus douloureuse de toutes. J'ai été aveugle. Je n'ai pas vu quand Dean a arrêté de sourire vraiment. Je n'ai pas vu qu'il disparaissait dans l'ombre de notre propre numéro. Il se souvenait d'un moment en particulier, un souvenir qui, selon lui, le hantait encore. Une nuit en coulisses, en 1954, après l'enregistrement d'un épisode de la Colgate Comedy Hour. Jerry venait de recevoir une salve d'applaudissements pour un numéro élaboré qu'il avait dirigé. Et Dean, resté dans l'ombre des rideaux, s'était contenté de hocher la tête. Il n'a rien dit. Pas beau boulot, pas « c'était drôle », juste, rien. Et moi je suis passé devant lui comme s'il n'existait pas. C'est ce moment-là que je rejoue le plus souvent. Ce qui a frappé les spectateurs dans cette confession de Jerry, ce n'était pas la culpabilité, c'était le chagrin. Pas seulement pour ce qu'ils avaient de le perdu, mais pour le silence qui avait suivi. « Dean ne m'a jamais crié dessus, » dit Jerry. « Pas une seule fois. C'est ça qui m'a tué. Il est juste parti, tranquillement, comme un gentleman.
Il s'est arrêté un instant les yeux embués, la voix tremblante. Et je l'ai laissé faire. La confession a eu un effet de choc bien au-delà de l'émission. Des fans ont inondé les forums, les réseaux sociaux, les pages d'hommage. Ils ont exprimé leur tristesse, leur stupéfaction et une admiration nouvelle pour cet homme qui, malgré ses fautes, avait enfin eu le courage de les reconnaître. De jeunes humoristes ont cité ce moment comme une leçon d'humilité. Des fans plus âgés ont pleuré, ayant l'impression qu'un chapitre longtemps suspendu venait enfin de se refermer. Durant ces derniers mois, Jerry parla de Dean, plus qu'il ne l'avait fait depuis des décennies. Il se mit à écrire de petits mots pour lui-même, des rappels de qui Dean avait été. L'un d'eux, retrouvé plus tard scotché au mur de son bureau, disait simplement « L'homme le plus drôle que j'ai jamais connu, l'ami que je ne méritais pas. Il n'a jamais eu de vraie réconciliation. Dean était parti avant que ce soit possible. » Mais Jerry trouva tout de même une forme de paix dans ses aveux. « Peut-être que c'est ce que je lui devais, » dit-il dans sa dernière interview. « Dire la vérité, la dire à haute voix, enfin, que je l'aimais et que j'ai tout gâché. » L'histoire de Martin et Lewis n'est pas seulement celle de la célébrité ou de la comédie. C'est une parabole sur l'ego, le silence et le prix qu'on paie à ne pas dire ce qui compte, tant qu'il en est encore temps. À la fin, Jerry Lewis n'a pas seulement avoué, il a laissé une leçon à nous tous. Et maintenant que les lumières s'éteignent, que les rires s'estompent dans le souvenir, il nous reste une histoire, non pas de gloire, mais de douleur, de rédemption et de réflexion. L'histoire de Jerry Lewis et Dean Martin nous rappelle que derrière chaque éclat de rire, il y a un cœur qui bat. Derrière chaque blague, une vérité comptait. Parfois, ceux que nous perdons ne nous sont pas arrachés. Ils s'éloignent et nous les laissons partir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour leur dire ce qu'ils représentaient. Alors, si vous retenez des mots, s'il y a quelqu'un que vous avez perdu de vue, n'attendez pas la scène, ni les projecteurs, ni une réunion arrangée. Dites ce qu'il y a à dire. Maintenant, si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour en découvrir d'autres. Merci d'avoir été là. Laissez un commentaire pour partager vos impressions ou simplement dire bonjour.